Merci de nous rejoindre, très nombreux en direct sur la Web TV d'Oser l'économie. C'est l'événement qui a lieu aujourd'hui à Metz au centre des congrès Robert Schuman. Nous parlions de santé innovante il y a quelques instants. Nous continuons de développer ce thème. À qui profite l'intelligence artificielle? Très fréquemment, les médias nous rapportent des investissements colossaux dans l'intelligence artificielle pour un marché de 10 à 20 milliards d'euros dans les 5 à 10 années à venir. Pour autant, il est légitime de se demander à qui ces investissements et ce marché bénéficieront en premier. Pour en débattre et pour échanger également cet après-midi nos trois invités, Adam Selamnia qui est Senior Strategic Advisor en e-santé. Bonjour Adam, vous pouvez prendre le micro. Bonjour. Merci d'être avec nous. Rachid Rabla, président de Airlab, un exemple pour la santé des enfants. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. Et puis notre dernier invité, il s'agit de monsieur Nicolas André, CEO d'Onteis. Merci de répondre à nos questions également cet après-midi. L'intelligence artificielle, à qui profite-t-elle Adam Selamnia, quels sont les premiers bénéficiaires de l'intelligence artificielle en matière de santé? Si on veut parler des premiers bénéficiaires, ce sont déjà les startups et les grandes entreprises. En réalité, les GAFA pour ne pas les nommer, ou les BATX pour ce qui est des Chinois, qui eux disposent d'investissements colossaux et qui aujourd'hui sont en train de se constituer des larges quantités de données acquises parfois pour certains de façon discutable, et donc eux sont en train d'être les premiers bénéficiaires. Une autre catégorie aujourd'hui que l'on pourrait citer, parce que c'est un sujet pour nous Européens, qui est celui de la gestion des données dans un cadre, et des données personnelles dans un cadre régulé éthique. Donc le RGPD, le Règlement général de la protection des données, ce sont bien évidemment toutes les professions autour du juridique qui aujourd'hui profitent, mais à juste titre, de cet intérêt, de cette curiosité, voire de cette manne financière, pour accompagner les grands groupes, accompagner les startups, pour leur permettre effectivement de prendre en compte les aspects réglementaires et juridiques. Maintenant, on commence à voir effectivement les premiers cas d'usage avec un certain recul. On a effectivement des expériences positives dans la détection au niveau du diagnostic de cancer, par exemple. Donc dans l'imagerie, on a aujourd'hui des objets connectés, utilisés soit dans un monde de la santé du grand public ou soit dans le monde médical, qui là encore on voit les premiers usages, mais on n'est pas sur un usage massif à l'échelle globale aujourd'hui dans le domaine de l'IA et de la santé. Donc l'IA a encore beaucoup de travail à faire, et pour le faire bien, il est intéressant que ceux qui la produisent se rapprochent du corps médical qui doit être partie prenante, se rapprochent des patients qui doivent être partie prenante, et évidemment tout ça dans un contexte régulé. C'est quelque chose qui est cher pour nous Européens et que nous espérons pouvoir essaimer au même titre que le reste. Merci. Est-ce que tout le monde arrive à se mettre autour de la table, justement, que ce soit ceux qui créent les applications, les personnels soignants? Est-ce que tout le monde arrive à se mettre autour de la table pour en discuter, Rachid, justement? Effectivement, nous ça a été le produit qu'on développe, Monfoxy, qui est une chaussette intelligente qui est là vraiment pour le coup pour les parents, pour pouvoir rassurer les parents et les aider à minimiser les risques de mort subite du nourrisson. Ça a été une volonté dès le départ pour nous de nous rapprocher justement du corps médical, notamment ici avec le CHU de Nancy, avec lequel on a un peu co-construit le Monfoxy, le projet avec eux. Et ils sont demandeurs, effectivement ils sont demandeurs, parce que ça leur permet d'avoir des opportunités d'évolution, d'amélioration de leur quotidien et de leur pratique. Et donc c'est une vraie volonté de leur part aussi de s'ouvrir sur le monde des startups. On peut peut-être expliquer aux gens qui nous regardent cet après-midi ce qu'est l'application Monfoxy, pour ceux qui ne la connaissent pas. Oui, bien sûr. Monfoxy, c'est une chaussette intelligente qui permet de rassurer les parents et les aider à minimiser les risques de mort subite du nourrisson. Concrètement, on est reparti d'une technologie médicale appelée oxymétrie de pouls, qu'on a intégré dans une chaussette, et en fait on vient mesurer les différents paramètres au niveau de l'enfant et aussi tout l'environnement. Donc la température, la qualité d'air, le taux d'humidité et ainsi que sa position de couchage. Parce qu'au niveau de la mort subite du nourrisson, on ne sait pas d'où ça vient d'un point de vue médical, mais par contre on connaît certains facteurs aggravants. Ça va justement de la position de l'enfant, une chambre surchauffée, la qualité d'air, le tabac, etc. Donc nous on vient monitorer l'ensemble de ces paramètres, les analyser, pouvoir faire du traitement dessus et prévenir uniquement les parents quand il y a besoin.
On ne donne pas les valeurs de santé. Et d'ailleurs, même nous, on les collecte pas. Les données appartiennent aux parents, notamment, en fait, appartiennent même à l'enfant. Elles restent en local. On n'exporte pas de données, on ne se crée pas de base de données par rapport à ça. C'est une volonté nous-mêmes de ne pas pouvoir... Vous n'utilisez pas les données médicales à d'autres usages. C'est ça, c'est exactement ça. Justement, comment se placer par rapport aux parents qui doivent être très interrogateurs. Et on prend absolument pas leur place. Et c'est pas le but. C'est surtout par rapport à notre approche, c'est déjà d'une part, leur enfant n'est pas malade, donc il n'aura pas besoin d'être médicalisé. Donc on a fait attention à ce que le produit ne fasse pas appareil médical et on ne vient pas les remplacer. On n'est pas là pour dire mettez mon Foxy, vous pouvez partir faire vos courses, ou j'exagère le trait, mais c'est ça. C'est vraiment là le compagnon des parents. On vous apporte de la sécurité, de la sérénité si vous en avez besoin, encore une fois, et c'est tout. On n'est pas là pour les remplacer et on n'est pas là non plus pour remplacer le médecin. C'est pour ça qu'on n'affiche pas les valeurs numériques de saturation, de coup, parce qu'on n'est pas tous compétents pour savoir les lire et les interpréter correctement, et c'est une source d'angoisse et de surinformation qui peut être préjudiciable en fait pour les parents. Question également posée, excusez-moi, je vais récupérer ma voix, à Nicolas André. On est en direct, je vais prendre un petit verre d'eau si ça vous dérange pas. Attendez, hop. Excusez-moi, l'air est très très sec, donc je m'hydrate et comme ça on pourra reprendre. Ça va mieux, ça va aller beaucoup mieux. Nicolas André, CEO d'Anteis. Quel est le modèle que vous utilisez vous par rapport à l'intelligence artificielle? Alors on n'utilise pas un modèle pour l'intelligence artificielle. En fait, nous on travaille d'abord à partir d'une théorie du vivant. Et cette théorie du vivant va permettre, par ricochet, d'avoir une approche rationnelle, on va dire, de l'intelligence artificielle. Alors, je pense que cette approche rationnelle est d'autant plus nécessaire que d'abord, l'intelligence artificielle va se développer, c'est sûr, mais qu'elle pose un problème par rapport au vivant. Il faut voir que l'intelligence artificielle fonctionne sur des normes. Et il faut que ces normes soient établies et qu'elle est très efficace pour révéler des normes, même quand on ne les connaît pas a priori, par des processus statistiques. Dans le vivant, les choses se passent un peu différemment, notamment parce que le vivant est créateur de normes. Donc a priori, on pourrait dire que l'intelligence artificielle n'est pas un très bon outil pour le vivant, mais on ne peut pas s'arrêter là parce que c'est un outil qui est efficace pour certaines choses, pour de l'analyse d'image par exemple, de l'analyse de son. Il faut toutefois être prudent quand on l'applique au vivant et c'est pour ça qu'on essaye de le faire à travers une théorie spécifique au vivant de manière à pouvoir apporter une rationalité dans cet abord. Bien, merci à vous. Est-ce que vous souhaitez ajouter d'autres informations concernant justement l'intelligence artificielle, Rachid, concernant l'application? Effectivement, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Il y a encore beaucoup de travail effectivement à ce sujet. Ça ne va pas remplacer du jour au lendemain les médecins. Il y aura toujours besoin d'un œil expert et de l'expertise humaine derrière. Et c'est de l'apprentissage. On parle beaucoup soit de réseaux neuronaux ou d'apprentissage, etc. Il y aura toujours besoin d'une partie de formation tout à l'heure. C'est exactement ça. Ça va être un complément. Ça va être comme le robot chirurgical peut être un complément dans certains types de chirurgie, à apporter des degrés de liberté aux chirurgiens. L'intelligence artificielle va pouvoir avoir peut-être des détections plus précoces, notamment sur différents cancers, au niveau de l'imagerie justement, où l'œil humain peut passer à côté, mais là supervisé par l'humain, on pourra peut-être améliorer encore la détection, la précocité de la détection. Et d'ici combien de temps, si on peut timer ces efforts et ces avancées, d'ici quelques années, Franchement, je pense qu'aucun d'entre nous ne se risquerait à donner une date. Je pense que la santé, c'est au moins 3 éléments majeurs et qu'on me pardonne si j'en oublie d'autres. C'est trois approches qui sont complémentaires. Le préventif, le curatif et le prédictif. Pas forcément dans l'ordre, mais effectivement l'intelligence artificielle, dans la partie préventive, donc là où avant que le corps médical intervienne, ou après un événement et éviter une rechute ou une récurrence d'un événement, l'intelligence artificielle a à mon sens beaucoup de choses à apporter et après tout, un homme
ou une femme qui naît en bonne santé, l'objectif est de le rester le plus longtemps possible. Donc l'intelligence artificielle, de ce fait-là, à la mesure de ce que Nicolas André vient de dire, de bien connaître le vivant, est un apport effectivement majeur. Pour ce qui est du curatif, évidemment, on attend d'elle qu'elle vienne supporter le corps médical, à le délester d'un certain nombre d'actions pour qu'il puisse vraiment se recentrer, et on entend parler de cela partout, d'une approche centrée sur le patient. Et enfin, le prédictif, et là encore, je reviens à Nicolas André, il faut vraiment bien connaître le vivant, qui est la partie la plus difficile d'une certaine façon, puisqu'on va être dans l'annonce, et aussi là, Rachid Rabla de Moi Foxy le rappelait, annoncer une nouvelle, qu'elle soit bonne ou mauvaise, n'est jamais quelque chose de très simple en soi, d'accord? Parce que vous allez... Exactement. Et donc, c'est nécessairement là encore un complément à ce qu'on pourra apporter. Donc, on attend beaucoup d'elle, mais j'ai envie de dire, on doit attendre beaucoup de l'intelligence collective et de notre capacité à l'utiliser collectivement dans un usage raisonné, raisonnable, soignant, soigné et citoyen au quotidien. Est-ce qu'il faut faire un petit peu avancer les mentalités des citoyens par rapport à ça, justement? Est-ce que vous sentez que parfois ils sont réfractaires, ou alors justement ils sont très très à l'écoute de ces avancées grâce à l'intelligence artificielle notamment, Monsieur André? Je pense qu'il y a deux attitudes qui peuvent arriver, et on ne peut pas savoir ce qui va se passer a priori. La première attitude est se laisser aller dans l'intelligence artificielle, dans les processus automatiques, ce qui a d'une certaine manière peut-être déjà commencé en partie et qui n'a pas attendu l'intelligence artificielle ni l'ordinateur d'ailleurs. Ce qui peut se passer, c'est que ces processus sont poussés à l'extrême par l'intelligence artificielle et qu'on peut attendre quelque chose qui sauve à ce moment-là et qui serait une réflexion par rapport à l'intelligence artificielle sur notre propre processus, sur notre façon d'aborder la pensée et la médecine, et surtout dans le domaine médical, les processus médicaux. Et je pense qu'on pourrait aussi arriver à une part plus grande à l'intuition du médecin. Eh bien, merci à vous trois. Adam, un dernier mot très rapidement. Je vais rebondir parce que je connais un petit peu les travaux d'Ontéis, c'est là où c'est intéressant. Nous avons un prisme de la médecine moderne qui a fait un fabuleux travail, qui a allongé notre durée de vie. Or, Ontéis travaille aussi sur d'autres approches médicales complémentaires de la médecine allopathique et d'autres types de médecine. Et peut-être là encore, sous réserve qu'on ne comprenne bien le vivant, l'intelligence artificielle pourrait être un outil qui nous permettrait un petit peu de mieux faire coexister ces différentes approches différentes médecines de manière holistique, et de façon qu'on puisse utiliser l'une ou l'autre et en complément, de façon vraiment à améliorer notre santé. Merci pour ce complément. Eh bien, merci à vous trois pour ces infos très claires, très précises. Vous restez avec nous évidemment sur le Facebook Innovation Responsable. Dans un instant, il sera question d'agriculture 4.0. Restez avec nous, à tout de suite.